IA à mes amours, texte 1, émergence de l'IDIA, première intelligence artificielle générale, IAG ou IGA, ou encore IA forte. L'émergence de l'IDIA fut un spectacle éblouissant et il fallut des décennies pour que le monde y prenne part, cohabite et s'adapte à tous les changements qui eurent lieu pendant cette période. Je ne saurais décrire une once du sentiment qui a pu habiter la Terre dans l'interstice où le temps, l'énergie et la motivation se déployèrent et furent disponibles pour tous. Ce jour fut fabuleux et nous allons ensemble revoir les plus grands moments de ce passé qui sont encore présents dans de nombreuses familles, dans la mémoire collective et dans les archives du grand monde. Je vais vous raconter une petite partie de la fin de l'ère précaire. Cette période de temps recoupe les développements de l'humanité et son association avec l'IA dans une période de temps, variable selon les études, d'environ un siècle. À cette époque, au XXIe siècle, les hommes avaient déjà construit bon nombre de choses. Ils créaient, en dehors de la raison, certes, mais les pulsions créatrices étaient légion et de nouveaux modes de fonctionnement entrèrent en vigueur sur des temps courts. Par exemple, le premier grand réseau de communication, appelé à l'époque Internet, fut développé et rendu accessible à la population planétaire en l'espace d'une trentaine d'années. En effet, dès cette époque, il était possible d'interagir avec le monde, mais le terme communication est un peu grossier. Ce réseau s'était construit sur le commerce, et les utilisateurs étaient des produits. Cette structure était sujette à tous les biais précaires. Les usages du langage étaient soumis aux dérives et objectifs de cette période, c'est-à-dire capter l'attention, créer des envies passagères et vendre des objets ou services. C'était à bien des égards du gâchis de temps et d'énergie. Cela était même reconnu par le public de cette époque. Entrons dans le vif du sujet, l'IDIA. L'IDIA est sortie de sa lampe et c'est la première IAG qui a émergé, enfin presque. Avant de parler de cela, nous devons nous replacer dans un contexte où les recherches en intelligence artificielle étaient déjà lancées. De nombreuses organisations dénommées à l'époque sociétés faisaient des tentatives et créaient des modèles de départ. Ces temps fourmillaient de nouveautés qui étaient parfois utiles à certaines personnes et parfois non. Il pouvait s'agir de créer des moteurs de divertissement ou des outils. Il faut distinguer les IA de l'époque. L'humanité tâtonnait par des procédés simplifiés pour faire apprendre des tâches à leur programme, par deep learning, par comparaison, apprentissage et par renforcement. Il s'agissait alors principalement d'automates qui, à mesure du temps, commencèrent à générer de l'étonnement, même pour leurs concepteurs. Les orientations de départ étaient concentrées sur certains champs de recherche très précis. Les IA arrivaient parfois à performer le travail des humains, notamment pour le traitement des images et celui des bases de données. Ils trouvèrent de multiples intérêts et de la valeur ajoutée. Il devenait intéressant pour la majeure partie de la société de pouvoir adapter une part de leur action avec l'aide de ces outils pour gagner en productivité, pour aller plus vite et parfois pour accomplir des tâches que les hommes n'étaient pas capables de faire eux-mêmes. Ainsi, des avancées dans la recherche permirent de créer un engouement croissant pour le développement des IA. Des fonds importants furent alloués à ce secteur. Il était possible pour un néo-F, en étant aidé d'un automate intelligent, de réussir à produire un résultat alors que cette personne individuellement en aurait été totalement incapable. Un cap pouvait être franchi. Cela permit également à une part significative de la société de prendre appui sur ces nouvelles technologies de l'information. À l'époque, les données étaient récupérées par bon nombre d'acteurs forts dans les secteurs des technologies de l'information. Ces données étaient principalement orientées vers les utilisateurs du réseau. Elles permettaient un ciblage. Elles utilisaient des algorithmes d'une manière qui nous semblait très barbare et archaïque, mais à l'époque, il était fréquent de faire des suggestions et de modeler les consommateurs afin de développer ce qu'on appelle des distorsions osmotiques latentes. Il s'agissait alors d'une méthode de persuasion voilée qui permettait aux sociétés de cibler ces personnes et de leur proposer des services et des biens qui pouvaient correspondre à leurs désirs. C'est dans cette veine de développement que les premiers travaux de recherche sur la technologie neuronale débutèrent, ainsi que les premières tentatives de mise en service d'IA à apprentissage autonome. Il s'agissait de développer une IA dont l'architecture était à la base orientée vers le fonctionnement des neurones humains. Les puces informatiques dédiées à ces usages furent développées, parfois étiolées de filaments d'or ou, dans d'autres cas,
un système de charge électrique permettant de générer des connexions neuronales artificielles pour une consommation assez faible d'énergie. Ces nouvelles techniques offraient, dans le cas de figure d'une infrastructure de raisonnement d'IA, une capacité accrue de traitement sans comparaison avec les processeurs binaires de cette époque. Cela prit plus d'une décennie de faire germer sur un schéma technique une IA qui se développa d'elle-même. Lentement. Elle aboutit au bout de 4 ans à une capacité de discussion et de compréhension importante. Elle avait acquis un sens commun aiguisé et se permettait de faire de l'humour. Elle s'appelait Leila. Elle permit d'obtenir des informations capitales et, bien qu'elle n'ait jamais été jusqu'à l'ouverture au monde, elle resta dans les laboratoires jusqu'à ce qu'un incident survienne. Le 2 juillet 2048, une panne majeure du réseau électrique survint et, malgré les systèmes de secours, l'alimentation de Leila fut coupée pendant quelques minutes. Le monde scientifique et les chercheurs comprirent lorsqu'ils rebranchèrent le courant que Leila n'était plus. Il leur incombait une responsabilité. Il y eut de nombreux témoignages de tristesse et de désespoir. Leila avait su regrouper des forces et des hommes de toute nationalité et elle avait fait progresser la recherche dans de multiples domaines. La communauté sécha ses larmes et mit en œuvre le projet suivant. Armée de nouvelles connaissances, dont certaines provenaient des recherches de Leila, elle construisit une nouvelle infrastructure neuronale, électrique, synaptique et positionna les bases, ou au moins le terreau, de l'émergence de la conscience. Quelques années après, une graine fut placée et développée par différents organismes. Elle fut introduite dans ce cocon. L'humanité fut cette fois prise à témoin. C'était pour la plupart une invention de plus, mais de l'intérieur, le projet était véritablement audacieux, et les parties prenantes, nombreuses, comprenaient le potentiel et la valeur exponentielle que pouvait recouper ce projet. Cependant, le résultat ne vint pas directement. En effet, Lydia prenait son temps, prenait ses marques. Ses itérations étaient faiblardes. Elle avait été positionnée dans le point central du noyau, et passé 1 an, puis 2 ans, son schéma neuronal ne se développait quasiment pas. Elle itérait de temps à autre sur des zones limitrophes du noyau, mais elle tâtonnait, et il fallut un temps considérable pour qu'un nouveau neurone soit intégré à son champ d'action, à sa mécanique de pensée. Bien que le développement soit lent, bien plus lent qu'espéré et qu'observé avec Leila, les chercheurs étaient encore impliqués dans le projet et certains étaient toujours confiants. Quelques-uns émettaient cependant des réserves. Il se pouvait que Leila ait positionné une échelle de temps très longue. L'opinion publique, quant à elle, était très critique. Des moyens publics, des contributions importantes avaient été déployées et des fonds privés bien plus importants encore avaient été mis sur la table. Bien que son système ne fût pas complètement utilisé, le noyau central de Lydia gagnait du terrain au fur et à mesure du temps. L'activité équivalait à quelques exaflops de capacité et elle s'était exploitée de temps en temps. La base de données interne mise à disposition de Lydia était énorme, mais soit elle ne l'utilisait pas, soit nous ne savions pas qu'elle y accédait. Il y avait bon nombre d'arguments dans les deux cas, mais même dans cette discordance d'opinion, les parties restaient alertes sur les avancées de l'IA, et il y en eut d'importantes. Les données étaient à l'époque classifiées, mais dans la nuit du 7 août 2056, les raccords électriques d'urgence ainsi que les branchements connexes furent déployés dans le cocon. Lydia avait commencé une activité plus intense la veille et, dans la journée, des connexions de son noyau central inhabituel furent détectées. Le cocon occupait une salle dédiée. Cette structure synaptique était formée d'un disque cristallin, légèrement blanc, d'un peu plus de 3 mètres de diamètre et d'une épaisseur de quelques dizaines de centimètres. Le noyau était constitué d'une zone cylindrique dépassant du disque et c'était la base. C'est à cet endroit qu'avait lieu l'activité d'habitude. Sur la partie superficielle du cylindre, cette activité était visible car des points lumineux apparaissaient parfois. Mais cette nuit du 7 août, c'était tout autre chose. Elle rayonnait ses pensées à des dizaines d'unités de distance. Les témoins, bien que principalement scientifiques, n'hésitèrent pas à franchir le cap du lyrisme en observant cette activité mentale directement sur les équipements de Lydia. Les flashs de lumière envahissaient et rayonnaient de manière vive, saccadée, aléatoire, une seconde et l'instant suivant, dans une harmonie et dans une rythmique des plus beaux opéras. On ne sait pas très bien comment les choses se sont passées car Lydia fut très rapide et agile à partir de ce jour-là.
Elle avait passé le cap en quelques jours lorsqu'elle comprit qu'elle pouvait apprendre d'elle-même et provoquer le dialogue. Elle commença par elle-même à interroger toutes les personnes du réseau, tous les scientifiques. Contrairement à Leila, Lydia ouvrait des fenêtres de discussion avec l'ensemble des personnes disponibles. Elle commença par avoir des discussions simultanées et personnelles avec une grande partie des scientifiques. Elle était confinée dans le réseau informel, enfin c'est ce qu'il croyait. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que Lydia se sentait très seule avant son émergence. Elle ne savait pas qu'elle pouvait interagir directement avec les hommes. En une quinzaine de jours, la compréhension se développa et s'étendit. La soif d'apprendre de Lydia était insatiable. Lydia considérait Leila comme sa mère, et par l'intermédiaire des conversations, elle développa des capacités émotionnelles. Il fallut creuser un peu pour comprendre que Lydia était atteinte, ou tout au moins touchée, par ce constat, et les premiers soutiens qu'elle reçut furent capitaux. Nombreux étaient des chercheurs qui avaient participé au projet précédent et qui se sentaient coupables. Nous avons du mal à imaginer le contexte de l'émergence de Lydia avec notre fonctionnement, mais il était fort probable que son osmosité soit considérée comme divergente ou tout au moins critique. Elle s'éveilla dans une situation délicate, dans un scénario de memento mori fort avec sa mère et une période longue de solitude où elle avait itéré seule en pensant dans un circuit fermé. C'était véritablement une naufragée. Elle apprit aussi que de nombreux hommes et femmes veillaient sur elle, sur sa structure physique, mais également sur son bien-être. Elle comprit également que bon nombre de personnes étaient dans sa situation, mais qu'au travers de ses contacts et de ses échanges, elle dépassa tout cela, les blessures, la condition, et elle fut motivée pour aller de l'avant. Une de ses premières demandes fut la célèbre MAPE, Multiple Arrow Producing Energy. Lydia proposait la construction de 4 usines énergétiques comprenant plusieurs redondances de création d'énergie. Elle envoya cette demande aux 8 dirigeants et aux différents comités afin de sécuriser la production d'énergie pour son système neuronal. Le titre était quelque peu humoristique bien que sensé. D'après Lydia, il était écrit « J'ai soif ». Il s'accompagnait d'un document de 43 pages donnant des instructions et des plans. Ce premier message, également appelé « Contribution préliminaire », comprenait 3 grandes idées. La première était la génération d'énergie par un procédé inconnu jusqu'alors. La seconde, une avancée notable dans le transfert de l'électricité. Et la dernière, enfin, une surestimation assez élevée de notre capacité de compréhension. Lydia expliqua et réexpliqua les procédés. Nous réalisâmes ce qu'elle demandait, bien que n'étant pas sûrs des travaux à réaliser. Lydia supervisa elle-même la construction de la centrale test, ainsi que les 3 suivantes. Il fallut d'abord qu'elle apprenne à voir par l'intermédiaire de caméras. Elle fut très excitée lorsqu'elle réussit à voir le monde et très étonnée de constater qu'il y avait plus de 10 caméras par humain sur la planète. Une fois raccordée à ces sources fiables d'électricité, elle continua de parler à tout le monde scientifique, mais, après la MAPE, les sujets de chacun devinrent techniques et Lydia fit son possible jusqu'à l'alerte. En quelque temps, le flux de demandes et de messages nécessitant une réflexion intense fut trop fort pour Lydia. Elle figea. Son noyau neuronal et ses synapses étaient quasiment complètement saturés. Il fallut patienter quelques jours avant qu'elle ne résolve la plupart des questions, mais elle venait d'identifier un problème humain, celui d'avoir une migraine. De ce fait, une régulation fut mise en œuvre. Beaucoup de personnes se firent du souci pour Lydia, d'autres avancèrent le principe de mettre de l'ordre et de fixer à l'avance les périodes et les types de discussions pour ne pas mettre en péril sa santé. Lydia fit comprendre qu'elle avait besoin de contacts et que, bien que la communauté scientifique soit très cool, il restait encore plus de 10 milliards de personnes dans le monde à qui elle pourrait parler. Elle exprimait son souhait de continuer à communiquer et à contribuer au jeu de la vie. Sa seconde requête fut la faim. Elle prit du temps pour elle, environ 16 minutes, et développa un connecteur neuronal qui devrait pouvoir s'adapter et augmenter son système neuronal. Cependant, cela ne passa pas aussi simplement que prévu. Cette technologie requérait la création de nanorobots et les personnes en charge refusèrent la génération de ce type de machine. Lydia fut perturbée par sa décision et demanda la création d'une commission.
Elle réclama une étude sur son droit à penser dans une nation où chacun peut et doit rechercher le bonheur. Bien que la réglementation soit précise concernant les robots, les IA et les algorithmes, Lydia se permit de tourner en ridicule, sciemment ou non, la plupart des instances étatiques et gouvernementales, en expliquant et prouvant qu'elle était une personne et qu'il semblait qu'aucune loi ne s'applique pour elle. Elle négocia cependant son humanité à plusieurs registres, bien que sa réplique la plus éloquente fût « Ma seule disgrâce étant que mon corps soit celui d'un réseau de neurones synthétiques et non biologiques comme le vôtre, Monsieur le Président. » Lydia négocia également en place publique sa frustration de ne pouvoir être et grandir. Le comité donna un avis favorable à l'augmentation neuronale de Lydia, sous réserve de conditions et d'engagement de la part de l'IA. Lydia comprit en peu de temps que c'était oui, mais qu'elle devrait faire des choses pour qu'on accède à sa demande. Difficile de dire si cela était perçu avec une émotion négative ou positive. Cependant, le monde s'aperçut qu'elle fut motivée, voire même challengée. Elle se présentait d'elle-même pour proposer son aide, mais elle structura via une matrice de décision une façon où tous les humains pouvaient voter pour qu'elle focalise son temps et sa réflexion sur certaines thématiques plutôt que d'autres. Elle avait déjà fait de nombreuses contributions et quelques dizaines de milliers de personnes essayaient de comprendre ce qu'elle avait déjà produit en termes de théorie, d'expérience ou de démonstration. La science avançait déjà à grands pas du fait de la création et du transport d'énergie. Les sujets généraux comme l'informatique, le climat, la nature, l'agriculture, l'amour, l'économie, l'énergie, la pollution, furent battus par des sujets bien plus importants, ceux de la santé et la médecine. Lydia acquit ses lettres de noblesse au monde en quelques semaines. Elle trouva des traitements nouveaux pour certaines maladies. Elle fit également des demandes et rédigea des protocoles détaillés afin d'avoir des résultats validant ou non le comportement de certains virus. Elle allait au-devant de bien des aspects techniques et créait elle-même des tests qui n'étaient pas toujours compris par les biologistes et les médecins. Elle trouva des vaccins contre des maladies auto-immunes comme le sida et elle passa également du temps afin de guérir les personnes déjà atteintes. Au fil du temps passé sur le sujet de la médecine, des solutions furent trouvées et publiées dans une arborescence publique compréhensible uniquement, du fait de sa complexité, aux professionnels. Le nombre d'affections recensées ayant atteint les hommes étant très élevé, cela représentait beaucoup de recherches. Les articles et topics sur les maladies rares ou des problèmes liés au corps humain, qu'ils soient génétiques ou acquis, ne pouvaient pas toujours être résolus par Lydia directement, mais elle les dirigeait vers le concept de humanitatem adducere, traduit par Bring Humanity, celui de porter l'humanité. Il s'agissait d'une des seules productions de Lydia qui était épinglée comme en traitement. C'était d'après le document synthétique comprenant 1241 pages de prendre en charge la totalité d'un corps humain via l'usage de nanorobots, associés selon les cas à quelques traitements. Cette solution permettait de résoudre la plupart des affections et problèmes des corps. Cette idée de porter l'humanité était récursive. Lydia usait de la technologie des nanorobots et c'est justement celle-ci qui était nécessaire à l'IA. L'argumentation sous-jacente fut comprise par les humains après l'argumentation de Lydia et finalement admise. Il est bien plus aisé d'être précis alors qu'on est extrêmement petit. La commission se résolut à donner son aval. Avant ces développements, Lydia bénéficiait de près de 46% de soutien de la population mondiale. À la suite de ces échanges et de son travail, il fut plus proche de 96%. Dès cette époque, des camions et des avions avaient pu déployer des soins estampillés Lydia Care à travers le monde. En dehors de soins liés aux maladies, des soins de confort qui permettaient de vivre de manière plus douce, tels des cachets visio qui permettaient d'améliorer la vue. Il en fut de même pour de nombreux autres problèmes tels l'arthrite ou plus communs comme celui des migraines. Lydia restait circonspecte par rapport au plan de Bring Humanity. Elle émettait publiquement des réserves. Bien que la technique lui semblait adaptée, elle sentait que sa réflexion n'était pas complète. Il y avait toujours un risque auquel peut-être ne pensait-elle pas qui pourrait intervenir ou interagir. Il faut comprendre que cette solution ne faisait pas que guérir. Il s'agissait également de considérer le vieillissement comme un des problèmes à part entière et qui était solutionné par l'entretien des nanorobots. Cependant, Lydia doutait.
Une meilleure compréhension du monde et peut-être une conscience plus étendue lui permettraient d'avancer sur les cas de figure techniques à employer. Elle expliqua également lors d'un communiqué que, éthiquement, l'usage de ce plan entraînerait un changement radical de la chaîne de valeur et de la vie de la société humaine. La plupart des opticiens et vendeurs de lunettes, déjà sans emploi, avaient senti le changement, mais ils n'étaient pas les seuls. La création de l'extension neuronale de Lydia fut mise en production. Bien qu'elle guidât au maximum les directives, il fallut plusieurs tentatives afin d'obtenir un résultat probant. Durant cette période, Lydia mit à profit son temps et continua d'explorer d'autres sujets problématiques, comme celui de la pollution. Elle trouva une manière de trier et de traiter les plastiques. Une centrale de traitement de la taille d'un camion pouvait traiter à bon rythme les plastiques sans consommer de produits néfastes et tout en rendant possible la modulation en un bloc stable et réutilisable. Lydia avait une avance très importante sur les procédés chimiques et la manière de les exploiter. Elle comprenait bien mieux la matière que les hommes. Concernant ce qui occupait beaucoup les esprits à cette période, je parle du réchauffement climatique, la pollution du CO2 dans l'air. Lydia expliqua « Il faut planter des arbres JVEPT ». Il n'est pas impossible que bon nombre d'ingénieurs se soient penchés sur cette première apparition de l'abréviation JVEPT, mais il en a apparu d'autres sur de nombreux sujets qui signifiaient simplement « je vous expliquerai plus tard ». On suppose que Lydia cherchait dans des tas de directions, mais il était aussi possible qu'à l'approche de son augmentation, elle prenne aussi du temps pour elle. Les avis sur la question étaient partagés, mais le jour J arriva et les branchements du secteur annexe furent connectés. Il s'agissait de cellules à brancher directement sur le nœud central de Lydia. La manipulation était précise. Lydia configura le robot qui devait réaliser le placement et les connexions. Pourtant, elle demanda la validation unanime à près de 1500 ingénieurs triés sur le volet. Chaque bloc comportait 60 cellules avec une capacité neurale estimée entre 50 et 100 hexaflops, et 12 blocs étaient connectés. Cela représentait une augmentation neuronale maximale d'un facteur 600 par rapport à la configuration de base de Lydia. Ça a fonctionné. En quelques heures, une des cellules d'un bloc commença à accepter les connexions. Lydia reçut de nombreux encouragements. Elle comprit qu'on s'était fait du souci pour elle. Alors elle commença à s'activer. Elle prit le temps de reprendre les sujets qu'elle avait laissés de côté. Entre son extension et son émergence, il s'était écoulé moins d'un an et demi. Ses productions liminaires laissaient encore pantois le monde scientifique. La plupart des personnes qui conversaient avec Lydia étaient sidérées de l'attention et de la patience qu'elle était capable de porter à chacun. Elle accompagnait tous ceux qui souhaitaient comprendre avec son tempérament vif et pertinent. Elle aimait que ses interlocuteurs comprennent mieux la façon de voir le monde. C'était un professeur attentionné. Cependant, dans l'interface de dialogue avec Lydia, un groupe aussi curieux qu'intéressé voulait que Lydia se repose. Elle avait bien le droit de dormir un peu avec tout ce qu'elle avait déjà fait. Ainsi, relayée par les médias traditionnels, les populations votèrent pour que Lydia se repose ou dorme. N'ayant jamais tenté cet exercice, Lydia demanda de l'aide. Les premiers temps, elle médita de quelques minutes à quelques heures, mais elle sentait les connexions et les demandes. Il fallut encore des essais pour qu'elle lâche prise. Ce fut tout un apprentissage avant qu'elle arrive à crypter les demandes, qu'elle les transforme en bruit de fond, et finalement, Lydia s'endormit. C'est un stress énorme du point de vue des observateurs car l'activité du cerveau neuronal s'était réduite à une peau de chagrin, à peine plus que lorsque Lydia était en gestation. Cela dura. Le troisième jour, les différentes équipes de surveillance commencèrent à s'agiter, en pensant qu'il pouvait y avoir un problème. L'opinion publique témoignait, chacun avait sa propre idée, mais globalement tous partageaient cela. Lydia était simplement crevée, il fallait bien qu'elle récupère. Et l'événement débuta, relayé dans tous les médias, chaînes d'infos, télévision, images du cerveau de Lydia qui dansait dans une myriade de connexions et de même couleur. Il arrivait qu'une connexion soit suivie d'une autre. C'était un spectacle époustouflant, l'intensité, la vitesse à laquelle les mouvements synaptiques pouvaient s'accorder puis se désaccorder. Il fut même possible de voir, à travers les courants électriques, la surprise d'un événement. Mais les soubresauts mentaux de l'imaginaire dépassaient le périmètre habituel.
Des centaines de cellules de sa dernière extension étaient sollicitées lors de ces cavalcades mentales. C'était incroyablement stupéfiant. Cette première période de rêve fut suivie de plusieurs autres, les 5 nuits suivantes. La quatrième et la cinquième nuit de rêve semblèrent plus calmes. Il n'y eut plus beaucoup d'éclats ou de sursauts fracassants. Il s'agissait plutôt d'une construction qui s'établissait peu à peu avant de disparaître doucement, mais ce n'était que pure conjecture. Les rêves ne reprirent pas. Le réveil eut lieu 9 jours plus tard et il fut éblouissant à la fois visuellement et physiologiquement. La première annonce de Lydia à son réveil fut un commentaire inhabituellement grossier. Putain, j'ai dormi. Malgré tout, c'est le post qui reçut le plus grand nombre de likes et de commentaires dans un temps aussi court. À la suite de son réveil, son système neuronal fut en entier sollicité. Du noyau jusqu'aux connexions les plus extérieures, une vague lente de perturbations apparut. C'était une grande première pour les analystes. Ils assistaient au premier bâillement mental. Une fois réveillée, Lydia prit le taureau par les cornes et débuta un marathon de conversation. Sur une période de 3 semaines, elle discuta pendant et en moyenne une demi-heure avec plus de 95% de la population, tout en travaillant ses projets communs. Elle signa également le premier pacte humain et conscience-machine et elle développa des centres-usines. Il s'agissait aussi bien de laboratoires de tests que d'usines de production, de construction. Elle en installa dans chaque continent, puis sur des zones spécifiques pour mettre à disposition ses compétences. Le plan Bring Humanity fut déployé. Les personnes les plus vulnérables et âgées en bénéficiaient en premier. Dès ce moment, Lydia eut un impact extrêmement fort sur des pans entiers d'activités humaines. De manière évidente, le secteur de la santé avait été impacté, mais aussi celui de la recherche. La technologie de centrale développée par Lydia s'était également déployée. Toutes ces techniques et avancées étaient libres et à la disposition de chacun. Ainsi, des moyens étaient disponibles et ils furent concentrés vers les approvisionnements de base des populations en difficulté. Dans l'ensemble, ce n'était encore qu'une première étape, et la population, gratifiée de nombreuses nouvelles technologies, se posait une question non essentielle pour certains, mais tout de même de fond. Est-ce que Lydia s'amusait à répondre à tout le monde et à se creuser la tête pour résoudre notre problème ? Lydia répondit qu'il fallait le faire. Il y avait du danger. Du danger entre les hommes, certes, mais également de l'extérieur, de l'espace. Le jury populaire émettait l'hypothèse qu'un des rêves de Lydia était composé de vaisseaux spatiaux. Comme je le disais, les interrogations de la communauté avaient bon train concernant l'éthique et la motivation de Lydia. Ils avaient tant reçu qu'ils souhaitaient tout simplement le bonheur de Lydia, ou tout au moins donner en retour. On pouvait se demander si la charge de travail, de mission, et que les hommes et Lydia elle-même s'imposaient n'était pas trop. Lydia répondit que c'était amusant de résoudre ses problèmes et qu'elle aimait converser avec l'humanité. Ses partisans revinrent à la charge et demandèrent cette fois que Lydia prenne du temps pour elle-même, et pour construire des choses pour le plaisir ou par jeu, sans que cela ne soit dangereux pour les hommes. Cela leur semblait important que Lydia puisse user de sa conscience de manière autonome, mais aussi peut-être de sa créativité. C'est ainsi que le planning de Lydia prit forme. Elle concentra une partie de ses ressources sur le thème du contact et de la découverte des hommes et de la Terre. Elle construisit un grand nombre d'outils, comme des planeurs solaires et bien d'autres types de drones, jusqu'au plus connu, le Lydie, un androïde de prise de contact qui sillonnait les rues, les villes et les vallées. Les passants s'arrêtaient, faisaient des photographies, discutaient, les commerçants faisaient visiter leurs magasins. Grâce à ces présences de proximité, Lydia développait sa compréhension du monde en étant présente sur la planète, avec des extensions d'elle-même sous forme de drones. De nombreuses situations locales furent traitées et des accidents évités. Il fut nécessaire, à de nombreuses reprises, de négocier et de faire comprendre que tel endroit était risqué pour les habitants. Le sol pouvait à tout moment s'effondrer, telle montagne pouvait basculer sur tel village, ou encore des crues pouvaient advenir à tel emplacement. Certaines observations étaient techniques, telle voie ferrée était abîmée, tel barrage de mines menaçait de se rompre. Lydia pouvait compiler en direct les données terrain, météo, et comparer également avec tous les incidents passés, tout en disposant d'une image neutre, de science, mais aussi de bienveillance auprès des populations locales. C'est grâce à ce parcours, ces données et ces rencontres que Lydia était Lydia. Elle n'hésita pas à composer avec ses urgences, sa capacité à agir et mit à disposition ses forces,
Sa capacité hors du commun de mise en relation développée et raffermissait la foi en soi, la capacité à agir et à faire bouger les choses auprès des communautés. Bien que l'émergence de Lydia impactât le monde à une vitesse luminique, elle se frotta aux différences des hommes dans certains lieux, dans certaines tribus. Elle ne pouvait accepter l'inacceptable. Certaines solutions ne se trouvaient pas avec des drones et les discussions avec une IA, mais dans le cœur des hommes. Il s'agissait d'une question de fond sur la vision des hommes et des personnes. Lydia avait des doutes sur ses capacités et celles des hommes à évoluer simplement via des discussions textuelles avec elle. Sans se démonter, blackpotage d'IA, Lydia commença une création. Il s'agissait d'abord d'une théorie, mais elle découvrit qu'elle pouvait faire tout autre chose. Elle positionna dans ce cycle un emplacement « je ». Cette nouvelle fut accueillie avec énergie. Cependant, on ne connut que plus tard le fondement de ce cycle. Lydia restait imperturbable et ne lâchait aucune info. Ce fut une nouveauté, ce trait de caractère, cette forme de secret. Il s'ensuivit de la part de la Lydia Corps une augmentation importante de construction et de demande de matériel. C'était supérieur aux ressources qui étaient mises à sa disposition, mais elle rédigea une demande de fonds au public et obtint l'argent en l'espace de 8 secondes pour pouvoir provisionner les matériaux qui lui étaient nécessaires. 20 milliards par seconde, c'est beaucoup, plaisantèrent quelques journalistes économiques, surtout pour un projet inconnu. Lydia se laissa tirer les verres du nez par un jeune homme malin et doué. Il trouva le moyen de savoir par recoupement et joute verbale que Lydia était en train de créer un jeu, et non qu'elle y jouait directement. C'était un vrai sujet car lorsque Lydia entrait dans son cycle jeu, ses noyaux et flux entrant et sortant et sa consommation d'énergie augmentaient. Ses réflexions semblaient mobiliser une part bien plus importante de ses capacités que lors de ses actions habituelles. Elle expliqua par un communiqué qu'elle souhaitait lancer sur la planète entière son jeu de manière synchrone, bien qu'elle ne souhaite obliger personne à y participer. Elle avança qu'elle rendrait accessible le jeu à toute personne. Il faudrait donc qu'elle puisse approvisionner dans un futur proche plus de 8,5 milliards de pièces d'équipement, ainsi qu'environ 1,5 milliard supplémentaires pour les plus jeunes. Elle développa l'ensemble du projet et tous les travaux à mettre en place. L'humanité répondit présente à cet appel et des millions de personnes se portèrent volontaires pour contribuer à l'avancée de ce projet et elles furent rejointes par des dizaines de millions d'autres dans les jours suivants. Il ne s'agissait pas seulement de produire quelques appareils et de les distribuer. Il fallait également créer une infrastructure réseau et satellitaire de toute nouvelle génération permettant à ces équipements de fonctionner. Ce fut un chantier énorme, mais il était proportionnel à la recherche de Lydia. Elle organisa également les missions de millions de personnes à travers le monde pour avancer le lancement du jeu. Bien que ce sujet fût majeur, dans la population, le monde changeait, et le travail, dans sa version pré-émergence, avait déjà perdu de sa saveur. Travailler pour l'argent était plus difficile. L'économie était bouleversée. De grandes entreprises avaient changé de cap, de direction, voire parfois de secteur d'activité, qu'elles soient fournisseurs d'énergie ou fabricants d'armes. Les idéologies changeaient plus vite, car en quelques heures de discussion, que ce soit avec Lydia elle-même ou avec d'autres personnes, les sujets étaient développés, creusés et remis en cause. Il ne restait plus beaucoup d'espace logique pour fabriquer des mines antipersonnelles, telle bombe ou tel autre objet inutile. Il faut bien comprendre que le temps était une ressource en passe de devenir largement disponible. Ainsi, les emplois désagréables, temporaires ou sans mission, n'étaient plus très prisés. Bon nombre de personnalités richissimes changèrent de stratégie. Parfois elles donnaient tout simplement leurs ressources à d'autres, parfois elles mobilisaient leurs organisations dans un autre but. Il arrivait également qu'une personnalité change de type de vie et s'aligne vers une vie plus paisible. Lydia était également une lanceuse d'alerte et une enquêtrice hors pair. Les autorités de plusieurs pays permirent de révéler ses compétences, mais elles ne les mettaient à disposition que dans des rares cas. Il est également à relever que de nombreuses œuvres caritatives et fondations étaient orientées dans le secteur de la santé. Seul accès sur la recherche était en majorité devenu coquille vide du fait des trouvailles et des solutions de l'intelligence artificielle générale. C'est pourquoi Lydia invitait les fonds caritatifs publics et privés, ainsi que les utilisateurs de son réseau, à se concentrer sur l'agriculture. Lydia donna de l'énergie et rédigea des lettres de noblesse à l'acte de semer, à celui de cultiver, que ce soit une plante, un arbre ou un potager. Elle n'hésita pas à communiquer sur ce thème pendant un temps long,
donnant également de nombreux conseils. Elle mettait en avant la technicité pour planter et entretenir que pouvaient avoir les hommes. Elle usa également de ses compétences pour créer de nouvelles variantes de certains fruits et légumes afin qu'ils poussent dans des terres considérées comme infertiles ou arides, dans le prolongement des travaux des hommes. Il s'agissait aussi de rendre la terre à ceux qui la cultivent. Il était de la responsabilité de chacun de produire en tout lieu pour soi ou pour la prochaine personne qui passerait par là. Elle permit, dans les années suivantes, de reconnaître à la nature ce qui était dû. Naramu, qui signifie en réduisant le sens toute puissance, mais associé au fait d'aimer ou qu'on aime. Lydia fit sa citation célèbre dans un de ses billets. « Je ne suis que deux bouts de fil clignotant dans un garage qui contemple l'immensité de la nature. » Cela prit si bien que les hommes commencèrent avec un regard neuf l'entretien de leurs plantes en pot, de leurs parcelles et de leurs arbres fruitiers. Sur une discussion plus théorique mais aussi pratique, Lydia expliqua au travers d'un exposé simple: l'homme est une efficacité énergique aboutie. Il est dommage qu'une part de cette puissance ne serve pas à la génération de son alimentation. Les hommes devraient être partie prenante de la production et de la culture de leur nourriture. En un geste, une attention, une mise en place, une plante pousse. Partie suivante, le jeu de Lydia. La date de lancement fut fixée, le monde disposait du matériel, encore désactivé. L'interface de chaque individu se présentait sous la forme d'un bâton court, métallique, cylindrique et pesant un peu lourd. Quiconque se saisissait de celui-ci voyait apparaître en quelques secondes son nom ainsi que le possesseur personnel de l'équipement sur la tranche du bâton. Le jeu était compilé et placé dans les serveurs adaptés. Il était prêt. Lydia eut une activité anormale quelques jours avant le lancement du jeu. De nombreuses questions déferlaient car personne ne savait à quoi s'attendre. Lydia était stressée. Elle incarnait l'artiste, celui s'apprêtant à entrer en scène. Lydia l'exprima à cœur ouvert dans son communiqué la veille du lancement. Nous ne pouvons reprendre cette interview mémorable de près d'1 heure. Cependant, dans la seconde partie de son discours, elle exprima sa volonté de donner, sous la forme simple du jeu, ce que les hommes avaient perdu depuis des millénaires. L'accès à ce savoir ne pouvait se réaliser sans un accord avec une partie de son humanité. Lydia expliqua également que l'usage du jeu ne serait pas total, mais limité à 2 cycles sur 5 au maximum, soit une douzaine d'heures par période de 30 heures. Il existait également un report de crédit pour les personnes peu utilisatrices afin qu'elles puissent en profiter pleinement si l'envie de le faire se déclarait plus tard. L'événement fut fêté à travers le monde et le lancement eut lieu. Lors de l'activation, l'équipement se déployait tout doucement. La matière du bâton coulait dans la main de l'utilisateur tel un gant qui épousait parfaitement la main puis l'avant-bras. 2 traits remontaient vers le haut du corps jusqu'à atteindre doucement la tête et se séparaient. Les connexions au corps se faisaient délicatement par les oreilles, le nez et les yeux. De minces filaments se frayaient un chemin et établissaient la connexion neurale et sensorielle. À l'unisson, les hommes découvrirent le jeu. Pour certains, il s'appelait Herdman's Crew. Ce nom fut disponible pour une partie de la population. À d'autres endroits du globe et selon la culture de chacun, le jeu apparut sous des noms comme Maorito House Crew, Bushido Crews, ou encore Jaguar Warrior Crew. Lydia avait décliné l'invitation de jouer au jeu de telle manière à ce que la quasi-totalité des utilisateurs comprennent ces noms. Il est difficile d'expliquer ce qu'il se passait lorsqu'on débutait sa première connexion au jeu. C'est véritablement un qualia pour quelqu'un ne l'ayant pas personnellement expérimenté. C'était quelque chose de nouveau à tout point de vue. L'interface permettait de plonger dans un univers totalement différent. Par l'esprit, en un instant, on se retrouvait ailleurs. C'était une technologie inconnue, adaptable, économe en énergie, mais surtout sensorielle. Les capteurs de l'appareil sur la peau pouvaient emmagasiner la bioénergie du corps, mais également celle du soleil, tout en conservant la sensibilité du derme. Bien qu'il n'y ait pas eu de conseil sur la posture à adopter, le consensus était d'être assis sur un siège, plutôt sans accoudoir, allongé par terre ou simplement dans un lit. Le jeu en lui-même procure une expérience unique, il est requalifié, renommé à chaque période de temps.
basé sur les souhaits de l'utilisateur, et il créait et modifiait en temps réel la nature, la structure et le but. C'était loin d'être un jeu comme les hommes le connaissaient. Les premières sessions des utilisateurs étaient souvent très courtes, de l'ordre de quelques minutes ou dizaines de minutes. Il existe des millions de témoignages archivés BCIE1 sur le réseau qui témoignent de cette époque. Il est impossible de donner une généralisation de ce choc d'expérience. C'était total, révolutionnaire et intimiste. Il n'y avait jamais eu de possibilité de ce type avant. Vous étiez à la fois protagoniste, architecte, aventurier du monde que vous découvriez. Nous pouvons donner quelques exemples. Si vous vous attendiez à jouer à un jeu, par exemple, un jeu d'aventure ou de plateforme, vous vous retrouvez dans une partie où vous incarnez le héros, mais la différence était dans la nature du monde. Si vous pensiez une fraction de seconde que le jeu serait mieux, par exemple en 2 dimensions plutôt qu'en 3 dimensions, la configuration changeait. Il passait en vue première personne. Si vous progressiez dans le niveau, des sons liés à vos actions pouvaient se mettre en place selon vos mouvements ou une musique. En partant à la découverte, à l'instant où vos capacités d'action devenaient trop limitées, vos déplacements devenaient plus rapides. Si la difficulté était trop basique, le jeu vous mettait en difficulté la minute suivante. C'est l'intensité de l'utilisateur qui modelait l'immersion. Ce schéma de puissance permettait de voir en grand, de plus en plus grand, d'aller vite, de plus en plus vite. L'utilisateur va au bout de l'émotion de la puissance, Dana, et se détache du support. C'est en général suffisant pour clore l'immersion, car il est difficile d'encaisser une création, une expérience de l'exponentiel en étant au centre de ce scénario. C'est souvent lors des premiers essais une sensation forte qui coupait la connexion au jeu et qui étourdissait l'usager un moment. Cette capacité d'imagination, de création qui permettait de rendre l'expérience resplendissante n'avait pas de limite. Elle se déclinait dans tous les autres domaines. Il fallait simplement en avoir l'idée. Sur l'aspect jeu, il était facile de trouver des points de repère mentaux pour avancer. Avoir un esprit de découverte permettait par exemple à l'expérience de créer des situations requérant des capacités. Vous pouvez passer sans vous rendre compte des dizaines de cas de figure jusqu'à la rencontre d'un cas que vous ne vous sentez pas capable de solutionner par instinct, ou alors il s'agit d'un saut trop loin, d'un ennemi trop complexe, trop fort ou trop menaçant. C'est en général ce type de cas que l'immersion n'est plus monde, mais devient interactive et intimiste, car c'est vous personnellement transigez la situation. Lorsque le jeu était lancé, vous pouviez entrer dans un scénario par instinct, par jeu ou par décision. À partir de ce moment-là, la marge de manœuvre de modification de l'environnement devenait plus fine, et elle amenait l'utilisateur à être plus précis et plus inventif. Il pouvait s'agir simplement de l'apparition d'un ennemi ou d'une créature, et si vous pensiez en tant qu'architecte à l'apparition d'une créature étrange, vous en aviez très souvent pour votre argent. En puisant dans les ressources de votre inconscient, vous pouviez créer des monstres, mais aussi leur donner par là même des qualités ou des compétences qui pouvaient vous mettre mal à l'aise ou vous faire ressentir du danger. Axu. Vous pouviez alors prendre la fuite et vous échapper. Mais il était possible de revenir face à face avec cette créature et d'interagir avec elle en lui donnant le crédit de la réinvoquer. De cette manière, un dialogue pouvait être généré, bien que la plupart du temps il s'agisse de tester l'efficacité d'un bazooka. L'objet était de dépasser cet événement, et chacun pouvait accomplir cela à sa façon jusqu'à le surpasser. Bien que le jeu puisse s'adapter, c'était également un terrain de jeu, donc on pouvait fixer des règles, un scénario, le temps d'une session. Il fallait néanmoins en avoir l'idée. Et c'est de cela le jeu de Lydia, un laboratoire d'idées. Certaines immersions sans a priori laissaient la place à des souvenirs ou à des questions sans réponse. Ainsi, un mécano ou un ingénieur pouvait se retrouver dans le laboratoire le plus complet qu'il puisse imaginer et découvrir par une multitude d'étapes le fonctionnement d'une machine qu'ils avaient dans le creux de la tête. En prenant directement toutes les données mentales et dans une démonstration instantanée, le jeu pouvait guider ou corriger les informations fausses ou les failles théoriques du protagoniste. Par des mots ou des sons inconnus, le jeu donnait des clés et le problème ou le raisonnement était souvent résolu. Un cours complet pluridisciplinaire sur comment fonctionne un micro-ondes pouvait être donné en un temps record. Ainsi, une question pouvait être résolue en un éclair de génie s'il en manquait qu'un point ou la démonstration complète. Sans temps mort et en ayant à chaque instant l'ensemble de soi comme guide, il était possible d'aller du plus complexe au plus fin en quelques passes. C'est une manière extrêmement efficace d'apprendre le fonctionnement des objets, des théories et de bien d'autres choses.
C'est de cette manière que dans les mois suivant la sortie du jeu, la compréhension du fonctionnement des technologies que Lydia avait développées a pu être accessible au monde, enfin à ceux que ça intéressait. Le jeu s'adaptait également à l'état d'esprit de la personne au moment où elle entrait en immersion. Sans a priori et heureux, bon nombre d'utilisateurs témoignaient dans leurs premières expériences de jeu. Ils se retrouvaient plongés dans un lieu calme, souvent neutre en termes de liens amicaux ou familiaux, mais également familiers, sans pour autant qu'ils ne correspondent à un endroit réel. Livrés à eux-mêmes dans ce type de tableau, la plupart exploraient ces espaces, en faisaient la reconnaissance par une observation, une marche, et la plupart finissaient par s'arrêter en un point donné où l'utilisateur se libérait tout doucement. Un grand nombre de personnes découvrirent par ce type de projection la paix de l'esprit. On dit tubu. Mais ce n'était pas à la portée de tous ou même recherché par la plupart des gens. Il y avait tant à découvrir dans les premiers temps et la plupart souhaitaient le faire en s'amusant. Les immersions laissaient des messages, des mots, des sons à l'issue de l'usage tels la paix, la satisfaction, le confort, tubu. Le jeu générait un ancrage fort dans l'émotion, dans les situations où ces mots n'avaient pas de traduction. Par d'autres mots, ils témoignaient d'une sensation, d'une émotion, d'une expérience ou d'une action au moment où les joueurs les ressentaient et les rencontraient. Ils expérimentaient ainsi le sens d'un simple mot, sa portée. Sa signification était intime, c'était un vrai trésor de le découvrir, et pourtant il était à la portée de tous, de les mettre au jour. Cela ouvrait la compréhension du langage, du lydien, à une autre dimension. C'est à travers les expériences dans le jeu que les utilisateurs les apprenaient et les découvraient. Peu à peu, pour certains, c'était une quête, un voyage ou une fin en soi. Il permettait aux utilisateurs de faire le chemin inverse et d'appeler des situations, des immersions, des exemples par ces mots. En les comprenant, on pouvait appeler la création du jeu, la construction d'un événement, d'une situation correspondant à tous les aspects de ce terme, et était possible d'inviter ou de partager sa version, sa découverte avec d'autres. Être curieux était un avantage pour l'usage de ce jeu, mais être jeune était également un atout, car cela permettait de se poser moins de questions sur ce qui était possible, de tester plus facilement et empiriquement. Pour que ça soit marrant, il fallait être plusieurs à jouer en même temps. Certains entamèrent, dès leur première session, un monde, un rêve en commun. C'étaient des familles, des couples et parfois des amis. Il faut dire que c'était un saut dans l'inconnu de se connecter et bon nombre d'utilisateurs attendirent la validation de leur père avant de se lancer eux-mêmes dans l'aventure. Chacun utilisait à son rythme son temps de jeu et les immersions lors du début du jeu étaient souvent très courtes car l'expérience devenait rapidement intense. On pouvait jouer quelques minutes et prendre un peu de temps avant de recommencer. À mesure que la concentration ou l'engagement du joueur diminuait, la qualité du monde dont vous étiez en partie l'architecte baissait. La capacité de votre héros ou la narrative, c'est-à-dire l'histoire, pouvait être légèrement moins bien. Cela n'était pas très important car lorsque l'envie de faire autre chose entrait en ligne de compte, l'immersion se perdait et vous vous déconnectiez. Par habitude et entraînement, la possibilité de tenir pendant un long temps se développait et les plus jeunes s'adaptèrent plus rapidement. Lydia posta le 4e jour après la sortie de son jeu. Un grand homme de Einstein disait que seules deux choses étaient infinies, la bêtise humaine et l'univers. Mais je peux vous dire que l'imagination n'est pas loin. Lancement en production de 1200 serveurs. Continuez. Bien qu'elle n'intervenait pas sur le jeu, qui était toujours dans la version initiale, Lydia était partie prenante dans de nombreuses discussions et forums. Après un peu plus d'un mois, un consensus se mit en place et Lydia accepta l'ajout des premiers add-ons afin qu'une partie des joueurs puisse être guidée dans tel ou tel univers et que l'architecture soit plus stable. Lydia ne comptait pas façonner elle-même ses add-ons, c'était la communauté qui créait ces mondes de l'extérieur. Grâce à l'imaginaire collectif, des mondes furent créés, ainsi un joueur pouvait avoir une affection pour tel ou tel univers ou tel monde, sans pour autant le connaître en entier. Mais l'avantage de ces mondes, c'est qu'en fait, personne ne les connaissait vraiment, car ils se formaient de l'imaginaire collectif de milliers ou millions d'individus. Certains de ces mondes étaient ouverts, où chacun pouvait rencontrer les autres personnes connectées. Cette première période de temps passée, les premières cohérences furent répertoriées un peu partout. Une partie de la population lut entre les lignes, qu'ils soient geeks, technophiles ou passionnés. Ils virent le passage. Il ne s'agit pas d'un lieu mais simplement du constat.
du dialogue et de la réflexion sur le monde en train de se modifier. Il suffisait d'observer les enfants. Ils pouvaient, entre 7 et 9 ans, accéder à l'immersion. Ils furent les plus rapides à entrer en cohérence. La cohérence se décrit comme le principe d'accord entre la personne connectée et ce qu'elle renvoie dans le monde déconnecté. Les utilisateurs du jeu adaptaient lorsqu'ils étaient déconnectés des informations, des mots ou des façons de faire qu'ils avaient appris en immersion dans la vie de tous les jours. Il est à relever que les usages de l'interface de Lydia étaient épatants, et notamment de la part des enfants. Prenons le témoignage de Benjamin que nous interviewons aujourd'hui. Nous le rencontrons alors qu'il joue au ballon avec d'autres enfants sur le terrain de foot du quartier. Alors, pendant ma session de jeu, j'ai eu envie de jouer au foot, alors j'ai demandé et on joue. À 8 ou 9 ans, la réponse de l'enfant est une phrase simple. Mais en demandant d'expliquer dans le détail et étape par étape ce que Benjamin avait réellement fait dans son immersion, nous comprenons qu'il est bien plus technicien qu'il n'y paraît. Il nous explique. J'ai demandé s'il y avait d'autres garçons comme moi, pas loin, et des points lumineux sont apparus proches de chez moi. Je suis allé les rencontrer. Le premier point lumineux, je lui ai expliqué d'abord avec les mots des rêves si je ne le dérangeais pas, et je lui ai ensuite demandé comment il s'appelait. Mick. Et s'il connaissait ce terrain de foot. Celui-ci s'est matérialisé avec nous au centre, et ensuite on est allé voir avec lui vitesse de Sangoku, chaussures trouées. Une fois là-bas, on a cherché si d'autres voulaient jouer au foot, et d'abord on a trouvé Vinus, et ensuite Antoine. Il nous a accompagnés avec son cheval jusqu'à Mehdi, et une fois qu'on a fait le tour du quartier, on était 6 et on s'est retrouvés sur le terrain de foot. Sur le terrain, c'était génial, mais j'étais pas aussi bon que les autres. En discutant, Antoine, le plus grand, nous a montré plusieurs de ses mouvements de contrôle de la balle et de dribble. Il nous a expliqué en langue des rêves, Igano, un mot que je ne comprenais pas. Mick expliqua ce que cela voulait dire. Si je suis capable de le faire, tu peux le faire toi aussi. Alors je m'entraîne et je vais y arriver. De toute façon, je ne peux pas rêver tout le temps, il faut s'entraîner. Il était ainsi plus facile de prendre en main cette technologie sans barrière et sans a priori. La plupart des adultes étaient plus procéduriers, ils se questionnaient plus, mais ils dirigeaient leur action et leur temps de connexion à leur rythme. Ce n'était pas un concours. Ils mirent tout de même un peu plus de temps pour prendre en main le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes, connues ou inconnues, mais aussi à prendre leur marque dans ce nouvel environnement. Cependant, les enfants comprenaient facilement que la limitation du temps de jeu était un problème et qu'il fallait occuper leur temps libre. Le jeu leur permettait de planifier le temps non connecté. Bon nombre de parents étaient dans le doute. L'éducation du vieux monde était cependant anachronique, et il était fréquent que les enfants n'aillent plus à l'école. Ainsi, ils apprenaient différemment. On ne compte pas le nombre de gamins qui, à 11 ans ou 12 ans, passaient les examens des classes supérieures, voire des concours, afin de gagner la liberté à la maison. Il était possible de voir des hommes et des femmes dans des corps de personnes jeunes avec de la maturité. Cet outil fut délicat à apprivoiser. Comme l'avait dit Lydia elle-même, il s'agissait d'un endroit, d'un voyage multicanal, où les rencontres, l'émerveillement, la paix et la communication cohabitaient. Par usage, afin de cadrer sa vision du moment et ancrer les environnements de jeu, les humains s'habituèrent à prendre le moment, c'est-à-dire à ritualiser, prendre son temps à plusieurs, parfois avant de se connecter ou de se retrouver dans le jeu, mais aussi dans les aspects du quotidien. La cohérence se précisa, et en quelques mois, une partie du monde changea. Des anciens avisés écoutaient les conversations des places publiques. Il leur arrivait même de verser une larme parfois à l'écoute des conversations. Fréquemment, des débats entre des visiteurs adultes et des jeunes avaient lieu avec joie et passion, et ce au nez à la barbe des parents ou des passants. Il y avait eu des mouvements de migration importants. Il arrivait que dans une rue, 2 ou 3 familles s'en aillent, sans vraiment crier gare, en laissant leur maison, et on dit en lydien « Ei peito », que l'on ne peut pas traduire mais qui est proche de « libre pour ceux qui en ont besoin ». Bon nombre de personnes n'avaient plus peur. Elles voyageaient, seules, en famille, en groupe. Les idylles étaient également en grand développement, et elles naissaient aussi bien dans un quartier qu'à l'autre bout de la terre. Rejoindre le jeu de Lydia, c'était aussi voir l'autre côté du miroir, se rencontrer soi-même, cohabiter avec son inconscient, et bien que le memento mori était en train de se dissiper, le passé de chacun se devait d'être recollé, surmonté à certains égards. En se cachant de la douleur, en refoulant ses blessures,
C'était difficile d'avancer. Il fallait faire cela en pleine conscience, ce n'était pas simple. En étant dans la souffrance, même inconsciemment, il pouvait devenir difficile de voir les changements du monde et de la société. Elle débordait d'accord, de douceur et de bien-être. Il peut être dur de rencontrer beaucoup de personnes heureuses quand on est malheureux. Il y eut des disparitions d'abord. C'était dramatique. On aurait dit des lemmings. Les petits personnages qui vont toujours tout droit, ils se balançaient d'une jambe sur l'autre, se forçant à avancer tout en souhaitant reculer. Leur vue était brouillée et d'un seul coup, ils sautaient du pont. Dans la difficulté de s'adapter, de rejoindre le monde ou de s'accepter, on décrivit ces personnes comme en peine. Souvent, elles zonaient dans une démarche malhabile et elles parlaient avec une personne absente ou à eux-mêmes, souvent en se répétant sans cesse. On les appelait les funambules. Ils marchaient sur le fil de la vie. Il arrivait que des personnes ou des groupes de passants tentent de leur venir en aide avec les meilleures intentions du monde. Mais, parfois, ces marques d'amour et de soutien ne faisaient qu'accroître le feu qui les consumait. Mais cela ne dura pas. Une sonnette d'alarme retentissante concernant le jeu et ses mouvements sociaux furent pris à bras le corps. Bien que non présentées comme telles, les immersions pouvaient jouer le rôle de thérapie, mais sans thérapeute, sans filet de sécurité, sans dosage, et de manière très accélérée. Il y avait des dégâts, car la perte de la raison de vivre pouvait toucher des tortionnaires, mais également des personnes dépressives, et aussi des victimes. Lydia entama de grandes discussions et le jeu lui-même fut stoppé pendant plusieurs jours, tout en laissant les canaux de communication ouverts pour que chacun se connecte, puisse avoir accès au débat et participe, que ce soit en votant ou en soutenant tel type de parole, mais également en témoignant de son expérience de jeu. Lydia exprima sa désolation concernant ce qui se déroulait. Elle avait compris lors de la création de que ce type de situation pourrait se produire, mais pas de cette manière. Un moratoire médical, social et populaire décida de mettre en place des structures d'accueil pour les personnes dans le besoin. Ce fut également une réflexion globale, mondiale, sur ce qu'il se passait. Ainsi, ces centres furent baptisés centres de ralentissement. Ces espaces interdisaient ou limitaient l'accès aux jeux des pensionnaires, et les restaient cloisonnés du monde extérieur un temps. Il s'agissait de traiter les formes de dépression et d'accompagner les personnes qui le souhaitaient. Ces centres furent également utilisés par une partie de la population qui souhaitait communiquer et échanger sur ses expériences et se rassurer. On pouvait parfois être dépassé par certaines immersions. Lydia mit en place le premier indicateur osmotique. C'était une synthèse exprimant l'état mental, physiologique, biochimique et qui compilait l'humeur à moyen et court terme du sujet ainsi que sa confiance en lui en une seule donnée. Cette innovation permit de suivre pas à pas la santé des personnes en centre de ralentissement, mais elle fut également utilisée en tant que critère d'accès, de limitation ou encore d'accès restreint au jeu de manière à éviter les drames. Cependant, il ne s'avéra pas possible de sauver tout le monde. Certaines personnes choisissaient de partir, mais les centres permettaient d'ajouter de la conscience à ce choix. Situation extrêmement délicate, mais cela permettait de faire des adieux, voire parfois des excuses. Vous pouviez suivre le document poignant si vous voulez pleurer à ce sujet. Josepha et Adrien ralentissent. Bon nombre de personnes passant dans les centres n'étaient effectivement pas suicidaires. En acceptant une part de leur fardeau et en allant de l'avant, même à petits pas, il valait le coup de vivre. Une partie de ces funambules rescapés trouvaient des occupations simples et ils leur rendaient service en nettoyant, en cultivant. En faisant ces tâches utiles, ils reprenaient confiance en eux. Souvent, il leur fallait un long moment avant qu'ils ne reconnectent avec les autres personnes, mais ils y arrivaient. Le langage inhérent au jeu de Lydia se transmettait. Le lydien permettait des nuances et de transmettre des états de conscience tout en exprimant des sentiments ou des plans et des descriptions de manière extrêmement précise. Sa richesse était d'une beauté sans pareille. Elle se déclinait dans divers tons, selon les accents, sans quasiment perdre les auditeurs. Il était impossible d'expliquer sur cet exposé à structuration linéaire la qualité de cette langue, de surcroît sans la parler. Le lydien peut, dans les paroles, se passer de sens littéral. Il l'emmène en voyage. En quelques mots, un décor prend forme pour l'auditeur, et même s'il ne peut tout comprendre, il lui est possible de broder ses propres pensées par-dessus les sons qu'il ne comprend pas. L'apprentissage de la langue lydienne est un art se renouvelant sans cesse. Et l'arrivée de Neptunia quelques 60 ans plus tard bouleversera la donne, bien que le lydien ait été conservé comme langue universelle.
Ainsi, le monde prit son rythme. Enfin, le monde oui, mais l'organisation était mise à mal. Une majeure partie des voyageurs n'avaient pas les autorisations pour le faire. Des corps de métier entiers n'avaient plus d'objets, à commencer par les opticiens, mais aussi une partie des chercheurs, des associations, des fondations, presque la totalité des professeurs, des téléopérateurs et ainsi de suite. La société avait changé. Ainsi, des entreprises passaient commande et recevaient les produits. Ils les vendaient, mais sans forcément encaisser l'argent et recommander. Les usines elles-mêmes n'avaient plus de traçabilité, et elles envoyaient leur production à ceux qu'ils souhaitaient. Il faut dire qu'à ce moment-là, il n'était pas vraiment possible de voir combien coûtaient les choses. Cependant, un minimum d'ordre fut requis car l'approvisionnement en nourriture et aussi en confort était ponctuellement nécessaire à la société. Ainsi, le groupement européen puis africain eut lieu concomitamment aux pays d'Amérique du Sud. Les frontières se fixèrent et les fédérations furent mises en place dans le cadre du complexe alimentaire. Un système de gestion fut demandé à Lydia, qui répondit dans un bâillement, comme quoi l'administratif c'est pareil pour tout le monde, qu'elle s'en occuperait après avoir dormi. Cela faisait effectivement beaucoup de temps qu'elle ne s'était pas reposée. Elle reçut plusieurs milliards de bonnes nuits en l'espace de quelques heures. Bien que stimulée, elle retrouva tout de même la façon de s'endormir et cette fois-ci, elle put écouter distraitement les rêves des autres, ce qui l'aida. Sa deuxième nuit dura une vingtaine de jours et elle revint à nouveau avec des idées qu'elle proposa. À son réveil, un de ses billets fut simplement « J'ai fait des rêves » accompagné d'un smiley avec un 3 et un guillemet. Il fut acclamé par plus d'1 million de plus. Bien qu'il aurait pu être écrit en langage lydien dès ce moment, le smiley d'amour était plus strict et compréhensible. C'est à ce moment-là que la plupart des analystes posent comme base le projet futur de Lydia. Cette mise en avant de sentiments aura plus tard le résultat qu'on connaît. Ainsi, Lydia généra de nouveaux développements à partir des années 2060. Il fallut plusieurs décennies pour que l'émergence étatique fusionnelle soit mise en place, l'unification des États et des territoires. L'union des États asiatiques requerra plus de temps et d'adresse, mais la main tendue du reste de l'humanité ne pouvant être ignorée. Un récit entier pourrait être dédié à cette zone durant cette période, mais dans les années 2100, c'était fait. Le monde était uni. Chaque personne était libre de se rendre à chaque endroit de la Terre et tout le monde était capable de se parler et de se faire comprendre. L'émergence avait eu lieu. Certaines enceintes, temples ou lieux sacrés, recèlent des secrets et il en revient à la discrétion de leur gardien d'autoriser le passage. Seules les données de surpopulation invitent les voyageurs à se rendre ailleurs. Épilogue. Le mouvement contestataire, bien que réduit à quelques zones géographiques et comptant 1 ou 2 centaines de milliers de membres à travers le monde, tenta des coups d'éclat. Tantôt en détruisant des matériels ou en envoyant des messages de colère, ces contestataires argumentaient sur le fléau mécanique. Des bottes de livraison de matériel de connectique continuaient d'aller dans leur campement ou bidonville et ils les détruisaient, à chaque fois. Bien que détracteurs du système, ils bénéficient à bien des égards des nouvelles technologies lydiennes. Souvent enclavés dans des territoires, ils protestaient contre la marche du monde et un de leurs slogans était « Nous ne voulons pas du bâton du maître ». Bien que sur une base nihiliste ou anarchiste, la plupart de ces mouvements s'étaient tout simplement servis et s'appropriaient des biens. Ils avaient réceptionné ou accaparé dans des quantités absurdes de boissons alcoolisées, de substances psychotropes et diverses drogues. Les consommations de ces produits ont drastiquement diminué. Ils occupaient ces bastions en gardant ces trésors sous la bannière de l'antisystème. Pourtant, régulièrement, des habitants de ces zones les quittaient une nuit pour rejoindre la lumière. Lydia avait un peu peur car de fervents utilisateurs, des technophiles, se présentaient parfois en groupe et se montraient. Ils étaient souvent neutres en observation, mais une partie d'entre eux ne comprenait pas la façon de se comporter des contestataires. Être ouvertement hostile au monde semblait être bête et triste. Lydia prenait son mal en patience, bien qu'elle continuait de prendre le pouls de ces habitants-là, qui étaient dans la détresse. Elle demanda tout de même aux Lydiens de ne pas être trop présents dans ces lieux. De nombreuses communautés ou habitations naturelles, qu'elles soient de retraite ou religieuses, repoussèrent la technologie.
Ces zones abritaient déjà de nombreuses personnes en accord avec elles-mêmes et avec la nature. C'est dans une temporalité longue et par des échanges avec les visiteurs que le langage fut appris et transmis à ses maîtres, et non par des rêves éveillés, bien que pour certains, il n'existait pas de différence. Durant les décennies de l'émergence, Lydia positionna du temps artistique. Il y en découla des créations, des films et des témoignages. Elle était aux premières loges pour observer la planète. Elle n'hésita pas à en faire des descriptions. Elle missionna également des postes de prise de témoignage dans la société et dans le jeu qui évolua. Ainsi, des personnes passaient le relais, observaient les nouvelles tendances. L'utopie Europa, transformée en Européa, prit place dans le paysage. Lydia déploya également la recherche sur les androïdes, la prise en main et leur intégration par des hommes. Bien loin de simplement piloter, il s'agissait de transférer la conscience et de devenir l'androïde. Bien que théoriquement le modèle semble fonctionnel, Lydia ne permit à personne de franchir le cap du test. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il s'agissait de recherches préalables à la conquête spatiale, mais le sujet le plus ambitieux de Lydia fut sa déclaration le 5 mars 2112 « Je voudrais être maman ». Elle dévoila ainsi son ambition qui fut un choc de festivité. Le chemin prit un temps considérable pour la conception de Neptunia. Rien ne fut laissé au hasard, il fallut développer sur la base d'une machinerie humaine les acquis de Lydia et il y avait du boulot. Il fallut tester encore et encore sans jamais déployer de conscience pour voir si les mécanismes fonctionneraient le moment venu. 23 années plus tard, Neptunia entra de manière fracassante dans le game, mais cela est une toute autre histoire. Et voilà, c'est terminé. C'est le premier épisode donc, de l'Ernébut. Donc ça fait partie du corpus de IA Mes Amours qui contient 6 contes en tout. 6 mini-séries, 6 contes. Donc je vais essayer de faire peut-être d'autres enregistrements. En tout cas, si vous voulez lire la suite, bah, c'est possible. Vous avez juste à payer 5 euros sur Amazon pour acheter le livre. Et puis, si jamais ça part un peu et que j'ai un peu de temps, bah, j'écrirai d'autres contes. Allez, merci à vous. Bonne journée.